Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette vidéo te trouve dans un état de santé impeccable. Moi, c'est Visconjo, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc, si tu veux grandir dans cette aventure, tu es au bon endroit. Tu actives la cloche de notification, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo, tu partages et en commentaire de la vidéo, tu trouveras notre groupe Telegram, le lien du formulaire pour recevoir mes statuts WhatsApp. Tu trouveras le lien pour réserver un rendez-vous privé avec moi. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà en commentaire de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager mon parcours avec les shitcoins, avec les mêmes coins. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que dans plusieurs de mes vidéos, je ne parle pas de shitcoins? Alors, je vais partager avec toi cela dans cette vidéo. L'aventure dans les crypto-monnaies commence bien évidemment avec les shitcoins. Donc, quand je vais dans la crypto-monnaie en 2016, fin 2016, 2017, j'entre comme ça dans le canal des crypto-monnaies qui n'a pas de fondamentaux solides, Parce que, à cette époque-là, je ne savais pas analyser les projets et je ne connaissais pas un certain nombre de principes d'investissement, tels que les techniques de DCA et bien d'autres choses. Je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui et que je partage avec la communauté. Donc, je pensais que quand une crypto-monnaie est moins chère, alors ça voudrait dire qu'elle a un gros potentiel. Et c'est l'histoire qui est généralement vendue. L'histoire qui est généralement vendue pour certains projets, c'est que le Bitcoin coûte tellement cher, Ethereum coûte tellement cher, il y a bien d'autres crypto-monnaies qui ne valent rien. Et même ces crypto-monnaies-là, au départ, ne valaient rien. Donc, vous avez donc l'opportunité de participer à ces projets-ci quand ça ne vaut encore rien, dans l'optique que quand, après plusieurs années, ça vaudra quelque chose. Alors que c'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'un projet coûte moins cher, qu'une crypto-monnaie coûte moins cher, que ça a probablement un grand avenir. Non. Donc, avec le temps, au fil et en aiguille que j'ai grandi dans cet écosystème, j'ai compris cela et je me suis dit, mais bon, quel que soit ce qui va se passer dans le marché, pour qu'une crypto-monnaie puisse résister et aller dans une étape supérieure sur le long terme, il faudrait que la crypto-monnaie ait deux choses. La première chose, c'est une analyse fondamentale solide, c'est-à-dire le projet est en forte demande et vient résoudre un besoin précis. Et ce besoin précis va faire en sorte que même s'il y a des zones de turbulence, ça ne change pas en rien les fondamentaux de ce projet. Ça, c'est le premier cas de projet. Le deuxième cas de projet, dans la catégorie des shitcoins, il y a maintenant le fait que il y a une communauté assez solide derrière qui soutient le projet. Et tant que la communauté est solide et que la communauté soutient le projet, alors le projet également a un potentiel qui n'est pas de moindre. Et c'est un peu le cas des crypto-monnaies comme Doge. Doge n'a pas de projet vraiment en tant que technique. Qu'est-ce qu'ils veulent résoudre comme problème? Quel est le besoin? Quel est le problème qu'on a et que Doge vient résoudre? Il n'y a réellement pas cela. Donc, le Doge s'est créé pour être une crypto-monnaie du jeu, donc ce qu'on appelle les meme coins. Les meme coins sont justement drivés par la communauté. Ils voudraient que les personnes, par exemple, qui aiment les Shiba, décident, ok, nous, on aime déjà les chiens. Pourquoi on ne peut pas aussi acheter une crypto-monnaie qui un peu va dans le même sens de créer une communauté des personnes qui aiment le chien autour? Et c'est comme ça que le Doge s'est créé. Et on a vu d'autres crypto-monnaies qui ont suivi cette même tendance, le Shiba Inu, les SafeMoon, les SafePal et bien d'autres choses là, qui créent des communautés avec des gens qui espèrent avoir quelque chose, bien qui soutiennent, parce que voilà, ils se disent, bon, si on va sur Mars, est-ce qu'on ne peut pas avoir une communauté de personnes qui croient qu'on peut aller sur Mars, et ils se mettent ensemble et ils créent un token. Vous voyez? Donc, ce genre de token prend de sens si et seulement si la communauté grandit. Et c'est pour ça qu'on a tendance à qualifier ce genre de token les chaînes de Ponzi. Pourquoi? Parce que plus il y a des personnes qui vont utiliser le token, plus il y a des personnes qui vont vouloir garder le token, plus il y a des personnes qui vont en demander, qui en auront besoin, alors le token prendra de la valeur. Donc si à un moment donné, les gens décident, bon, nous on ne voudrait plus utiliser cela, juste qu'on veut se débarrasser, ces tokens perdront drastiquement de la valeur. Par contre, quand il y a une crypto-monnaie qui a un besoin solide tel que Ethereum, ça veut dire que plus on aura besoin de bâtir cet écosystème de crypto-monnaies et plus on pense que la crypto-monnaie et la blockchain ira sur le long terme, alors plus on aura toujours besoin des fondamentaux et de cet écosystème. Voilà, vous voyez déjà la différence qu'il y a entre ces deux types de projets-là. Donc moi, au départ, je commence bien évidemment avec les shitcoins. Il y a encore certains shitcoins qui jusqu'aujourd'hui sont dans mon portefeuille parce que je les ai achetés et ces crypto-monnaies ont perdu drastiquement de la valeur et certains ne valent plus rien aujourd'hui. Je les ai dans mon portefeuille une grande quantité, une grande tonne, mais ça ne vaut rien. Tout simplement parce que c'était moins cher. La communauté, il y avait au départ
pas forcément une grande communauté au départ parce que moi, je ne savais pas comment on vérifie. Est-ce qu'il y a une communauté solide derrière? Comment est-ce qu'on vérifie même quelles sont les différentes communautés qu'il y a qui soutiennent le projet? Ça, je ne savais pas. Vous voyez? Et alors, je me suis vraiment focalisé sur les crypto-monnaies avec une analyse fondamentale poussée. Je suis allé dans les techniques d'analyse, de compréhension même d'un white paper qui va vous permettre de voir, de lire la description du projet et de comprendre ce qu'ils veulent résoudre. Donc, ça, c'est le cas c'est le cas des projets que je soutiens majoritairement pour le moment. Donc, quand je passe par cette étape-là en 2017 et j'achète certaines crypto-monnaies en pensant que ça va prendre de la valeur sur le long terme, après quelques années, aujourd'hui on est en 2021, les crypto-monnaies que j'ai achetées en 2017 ne valent rien. C'est comme ça que j'ai perdu presque 1.3 Bitcoin. 1.3 Bitcoin à l'époque, quand on était en 2017, le Bitcoin était à environ 18 000. À cette époque-là, mon portefeuille était à presque 23 000 $, presque 23 000 $. Mais aujourd'hui, si j'essaie d'évaluer uniquement les crypto-monnaies que j'avais à cet instant-là jusqu'à maintenant, le portefeuille est quitté de 23 000 $ à 0 $. Parce que ces crypto-monnaies-là ne valent rien. Elles ne sont même pas listées sur CoinMarketCap. Elles ont totalement disparu de la circulation. Donc, on a des projets comme Doge qui perdurent quand même avec le temps. Et justement, c'est cette communauté-là qui est derrière, qui continue de soutenir le projet et qui continue de pousser le Doge au niveau où le Doge est aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué tantôt, tant qu'il y a la communauté derrière qui continue de posséder le token, qui continue de grandir, le token prendra de la valeur. Donc, j'entre également sur une autre plateforme. En 2018, j'entre sur une plateforme Yobit et Yobit.net. Donc, je commence à faire des transactions là-bas et j'achète certaines crypto-monnaies qui perdent également drastiquement de la valeur parce que la plateforme manipule également en créant des tokens et en faisant que, bon, vous achetez pour aller bloquer dans ce qu'ils appellent le troll investment, quelque chose de ce genre. Et quand vous mettez là-bas, vu que ça vous génère des intérêts passifs, mais la crypto-monnaie derrière est en train de perdre drastiquement de la valeur. Donc, tu achètes quelque chose à 1000 $, tu vas bloquer pour avoir les intérêts. Et quand tu reviens derrière, ce que tu as bloqué, en fait, quand tu débloques, tu revends, ça ne vaut même plus 1000 $, même si on t'a donné les intérêts là-dessus. Donc, il y avait tellement de projets qui allaient dans ce sens-là au début. Et voilà comment je suis entré dans certains et j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça sur ce genre de projet-là. Et sur la plateforme, à un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, il y a tellement d'arnaques sur cette plateforme et alors je veux sortir. Et j'ai converti, pour minimiser mes frais de sortie de la plateforme, j'ai converti tout ce que j'avais en Doge. Donc quand je convertis tout cela en Doge, les frais de transaction du Doge sont tellement moins chers. Donc, c'est comme ça que je convertis tous les miettes, tous les tokens que j'avais sur la plateforme. Je dis, bon, je vais sortir de cette plateforme et je ne vais pas payer beaucoup avec les gas fees de Ethereum pour sortir. Donc, je reconvertis tout cela en Ethereum et je sors et j'envoie cela, c'est Doge, j'envoie ça dans Binance. Donc, j'avais pour environ 96 000 Doge, quelque chose de ce genre. Et alors, un bon matin, ce qui se passe, bon, moi, j'étais déjà dans la logique de garder les projets qui ont un fondamental solide. Donc, à un moment donné, je me débarrasse de ces Doge, donc je vends mes 93 000 Doge contre environ quelque chose comme 3 à 400 $. Donc, si j'avais gardé cela aujourd'hui, ces 96 000 Doge vaudraient quelque chose comme 60, bref, quand le Doge est arrivé à 0,8 là, ça allait presque toucher les 80 000 $, presque les 70 000 $ pour ce que j'avais et que j'ai revendu à 500 $. Pas mal quand même comme thune. Mais à côté, ce que j'ai revendu pour acheter, ce sont des projets qui sont solides et que je pense que ça va aller sur le long terme. Donc, comme je dis parfois, on déprime vu qu'on se focalise sur l'instant T. S'il faut toujours se rappeler de si on avait fait ça, si on n'avait pas gardé ci, si on n'avait pas gardé ça, alors on sera dans un état de dépression permanent. On sera toujours en train de déprimer. Mais plutôt, il faudrait voir qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision. Est-ce que la raison derrière cette décision-là était fondée ou pas? Et si c'était une raison fondée, alors vous avez pris une décision et vous assumez et vous êtes convaincu que la décision que vous avez prise va aller dans le sens que vous pensez après. Si vous avez juste vendu pour revendre, alors vous n'avez pas de raison valable de vendre. Et voilà, c'est pour ça que vous pouvez regretter. Mais bon, comme on le dit à suffisance, le passé est passé et il est dépassé. Ce qu'il faut penser, c'est l'avenir, c'est le futur. Qu'est-ce que je fais maintenant? À défaut de dire j'aurais dû, non, il faudrait se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, ça c'est la petite histoire avec le Doge. Je vais à un moment donné aussi acquérir une crypto-monnaie, donc décider sur la plateforme Binance d'acheter des crypto-monnaies qui étaient très moins chères à l'époque sur la plateforme. Parce que Binance
trient minutieusement les projets qu'ils décident de lister dans leur exchange. Donc, les gens se basent parfois sur ces éléments-là pour acheter les crypto-monnaies. Ils se disent que bon, si Binance liste un projet, ça voudrait dire que Binance a pris la peine d'analyser le projet et que Binance a déjà suffisamment de preuves que bon, il y a une communauté, il y a un minimum de choses qui font en sorte que la crypto-monnaie mérite d'être sur leur exchange Binance. Et ça peut être aussi que Binance a investi dans le projet. Et quand Binance investit dans un projet, dans une plateforme, généralement, ce qui se passe après, si c'est une crypto-monnaie, Binance va lister ces crypto-monnaies et c'est comme ça que ça arrive dans le Launchpad, par exemple. Donc, à ce moment donné-là, je décide donc d'acheter une crypto-monnaie comme Cocos. Donc, j'achète Cocos pour environ quelque chose comme 124 000 Cocos. Je l'achète, je mets cela dans mon portefeuille et je laisse pendant une certaine période. Et après, bon, quand je décide de faire le toilettage de mon portefeuille et que je dis, bon, je veux maintenant avoir des crypto-monnaies vraiment qui sont pensées et qui, je pense, iront vraiment dans le long terme. Parce que mon portefeuille a connu drastiquement une chute et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui perd beaucoup de la valeur dans mon portefeuille? Est-ce que ce sont pas donc des projets que je n'ai pas pris la peine d'analyser et que j'ai juste acheté parce que j'entendais parler, je n'ai pas fait de recherche? Ce sont ces projets-là qui généralement ne performent pas très bien dans mon portefeuille. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me séparer de certaines crypto-monnaies, de certains projets que je pense que, bon, j'ai pas trop bien analysé et j'ai décidé donc de m'en séparer. C'est comme ça que je me sépare du Cocos. Le Cocos valait à l'époque quelque chose comme 0,0000, beaucoup de zéros et $1. Et le Cocos est passé à $1. Donc, il a été multiplié par presque 12 000. Donc, les 124 000 Cocos que j'avais revendu à presque quelque chose comme 50, $60, ça ne valait rien, aurait valu quelque chose comme 3 mois, 4 mois après, quelque chose comme 124 000 $ quand le Cocos est passé à $1. Vous voyez un peu des choses folles qui peuvent arriver. Mais ça aurait été possible si et seulement si j'avais peut-être regardé cela dans mon portefeuille, si j'avais pris la peine d'analyser. Comme à cet instant-là, il y a également plusieurs projets qui ont plutôt fait le côté inverse, le sens inverse, qui ont été divisés par 1000 quelque chose, vous voyez. Donc, ce n'est pas parce que un projet a bien performé que vous allez dire, bon, en fait, si j'ai gardé tous les projets, ça va également bien performer. Non, il faut savoir, bien évidemment, pourquoi vous gardez certaines crypto-monnaies dans votre portefeuille. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce qu'ils ont une roadmap qui est définie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver avec le temps? S'il n'y a rien qui arrive et que vous ne connaissez pas l'équipe qui est derrière, que l'équipe qui est derrière ne communique même pas avec les personnes qui ont le token, alors ce sont des mauvais indicateurs qui peuvent vous permettre de vous retenir de garder une crypto-monnaie dans votre portefeuille. Mais bon, pour le cas du Cocos, par exemple, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je me suis séparé de cela très tôt. Et comme on dit parfois, on ne se sépare pas totalement de ces crypto-monnaies. Si vous voulez revendre, ne revendez pas 100%, par exemple. Et il faut toujours peut-être rester encore exposé, même ne serait-ce qu'à 5%, 10% sur certaines crypto-monnaies. Donc, si j'avais gardé ne serait-ce que 10% avec les techniques qu'on a et qu'on partage aujourd'hui, si j'avais appliqué ces techniques à ces époques-là, je n'aurais pas revendu tous mes dollars, je n'aurais pas revendu tous mes cocos, je n'aurais pas encore revendu une autre crypto-monnaie que je vais partager avec vous après. Et j'aurais possédé ne serait-ce que 10%. Et ces 10%, bien 5% de ce que je possède là, aurait pu faire une grande performance quand même. Vous voyez? Ok. Maintenant, ça c'est mon histoire avec Cocos, qui est une autre crypto-monnaie qui a fait des performances assez folles et que j'en avais dans mon portefeuille à un moment donné. Une autre crypto-monnaie que j'en avais dans mon portefeuille à un moment donné, c'était le Shiba. Le Shiba, j'ai acheté le Shiba quand j'étais sur la plateforme sur la plateforme Yobit. Donc, je vais sur la plateforme Yobit, j'achète les Shiba juste comme ça, c'était très très moins cher et j'avais un 50 quelque chose de dollars qui traînait dans mon portefeuille. J'ai dit bon, je vais décider aussi de mettre ça quelque part comme ça et c'est comme ça que je mets dans le Shiba. Et quand j'achète le Shiba Inu, pour $1, ça me donnait quelque chose comme 10 millions de Shiba, quelque chose de ce genre. Pour $1. Donc, j'en avais beaucoup dans mon portefeuille, vraiment beaucoup dans mon portefeuille. Et à un moment donné, quand on a vu le projet communautaire qui s'est lancé et tout, j'ai décidé de retirer mes crypto-monnaies de la plateforme Hotbit pour l'envoyer dans une autre plateforme et décider d'investir comme ça avec une partie de ces bénéfices-là dans le portefeuille communautaire. Voyez? Donc, c'est à cet instant-là que je me sépare de mes Inu. Et je me sépare de mes Inu, de mes Shiba Inu, quand ça n'a pas encore eu cet effet que ça a connu après, Parce que, le Shiba,
justement, il n'a pas de projet fondamental. Il a juste été créé dans le même sens que Doge, créer une communauté et que la communauté, plus elle grandit, plus il y a des tokens. Et ce qui est dangereux avec ce genre de tokens, c'est que c'est hyper centralisé. C'est détenu en majorité par quelques personnes, par une poignée de personnes. Et quand vous allez dans l'Explorer, vous allez voir quelles sont les adresses qui possèdent certains tokens. Et quand vous voyez ces adresses qui possèdent les tokens sont reparties majoritairement entre donc si c'est reparti entre quelques portefeuilles, ce sont des éléments, ce sont des indicateurs qui montrent à suffisant que quelque chose est centralisé. Et quand c'est hyper centralisé, c'est très mauvais pour la crypto-monnaie parce que ces gens peuvent manipuler le marché à tout moment. Ils peuvent donc décider à tout moment donné de revendre. Et quand ils revendent comme ça des grandes quantités, ça donne puisqu'on est en train de remettre majoritairement en circulation. Et quand on met en circulation, le prix connaît un gros coup. Donc, à ce moment donné-là, je me suis décidé de me séparer de mes Shiba Inu. Et quand je me sépare de mes Shiba Inu, je pense quelques 3 semaines, 4 semaines après, ou bien 1 mois après, le Shiba Inu connaît ce que ça a connu là. J'aurais peut-être eu un effet de fois 1000 comme ça avec les Shiba que j'avais dans mon portefeuille et que j'ai vendu très tôt. Quelle est la leçon de cette vidéo? Est-ce que ça voudrait dire que vous devez aller forcément vers les shitcoins? Les shitcoins, il n'en demeure pas moins que il y a de très hautes rentabilités, il y a de très fortes rentabilités avec les shitcoins. Mais en réalité, il y a également de très grosses pertes avec les shitcoins. Parce que quand le Bitcoin perd, par exemple, quelque chose comme 60% là, il faut essayer d'aller voir quelles sont les performances des shitcoins. Les shitcoins ont perdu pour certains plus de 150, 250, 300%, 400% même pour certains. Donc, vous voyez, donc ça prend de la valeur très rapidement. Et quand ça perd de la valeur aussi très rapidement. D'où l'importance des techniques de savoir comment est-ce qu'on fait un DCA out, dollar cost average out, parce que on parle à suffisance de comment on fait pour entrer dans les crypto-monnaies avec le DCA in, mais on ne parle pas très souvent du DCA out et très peu de personnes appliquent cette technique de sortie là. Il faut avoir des stratégies d'entrée, comme il faudrait aussi avoir des stratégies de sortie. C'est cela qui va vous permettre de profiter de ces shitcoins là et de sortir au meilleur moment et de sortir quand il est encore tôt, parce que comme quelqu'un le dit souvent dans le groupe DM, il dit très bien, il y a plusieurs personnes qui ont été riches parce qu'ils sont sortis très tôt dans certains projets et ça c'est vrai et ça s'applique aussi majoritairement avec les shitcoins. Donc, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas aller vers les shitcoins. Je ne suis pas non plus en train de dire il faudra aller vers les shitcoins, mais il faudrait être conscient de ces différents risques-là, conscient de ces volatilités-là et de définir des stratégies qui vont vous permettre, si c'est votre choix, d'aller de façon consciente et de ne pas y aller tout simplement parce que vous entendez parler, parce qu'il y a des gens qui en possèdent autour de vous, parce que vous voyez les gens possèdent, parce que vous pensez que c'est très moins cher et là vous achetez, vous pensez que oui, ça va prendre de la valeur et que ça vaudra le même prix que le Bitcoin demain. Ça, penser cela, c'est vraiment, ce n'est pas être objectif, c'est être vraiment émotionnel et c'est être dans son cocon et penser que oui, ce qu'on pense c'est forcément ce qui va arriver. Non, il faut sortir parfois de ce cadre-là et toucher la réalité du doigt et toucher la réalité que voilà, ce sont des projets qui peuvent prendre de la valeur très très rapidement, comme ce sont des projets qui peuvent mourir très très rapidement. Et alors, il faudrait posséder la majeure partie de ces investissements dans des crypto-monnaies qui ont plutôt un grand fondamental. Et alors, garder toujours peut-être une petite partie dans ce genre de projet-là, sinon de ne pas mettre tous vos investissements dans ce type de projet, dans ces shitcoins-là. Donc, c'était Elvis Konjo. J'espère que mon histoire avec les shitcoins t'a permis de comprendre quelque chose et de comprendre peut-être que, voilà, il y a aussi des opportunités à se faire par là-bas, mais il y a également beaucoup de gros risques pour des personnes qui ne maîtrisent pas l'écosystème. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne, j'espère que tu as liké la vidéo, que tu as partagé, que tu es déjà sur Telegram et que tu as déjà enregistré mon numéro et que tu as rempli le formulaire pour que tu puisses voir mes statuts. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!